Et l'après-guerre. Disons que par exemple, bon, allez, victoire totale ou on reste sur le trait qui sont les deux principales. Après cette guerre, est-ce qu'on a gagné la paix? Est-ce qu'elle est durable? Que l'Ukraine devient un pays détruit qui va se reconstruire avec du soutien occidental et la Russie? Alors, pour moi, ma grande inquiétude pour l'après-guerre, c'est la Russie. Et je Vous êtes crois que... plus inquiet pour la Russie que Ah pour oui, je suis l'Ukraine? beaucoup plus inquiet pour la Russie que pour l'Ukraine. D'accord. Et je suis inquiet pour la Russie parce que ce qui va se passer en Russie aura des conséquences dramatiques pour nous. Ça ne va pas se faire tout seul. Quoi qu'il advienne de la guerre maintenant, quel que soit le résultat, y compris la victoire russe en laquelle je ne crois pas, le régime Poutine est profondément déstabilisé et la société russe s'est injecté une dose de ce que j'appelle l'ukrainium. Vous savez, le polonium qui a tué Litvinenko. Oui. Et pour moi, l'ukrainium, c'est le même produit qui s'applique à la société russe. La Russie, en attaquant le 24 février, a avalé sans le savoir un grand verre d'ukrainium. Et l'ukrainium est comme un acide qui est en train de ronger l'entité politique russe de l'intérieur, etc. Moi, je crois que c'est tellement grave que nous allons vers une implosion de la Russie. De la même façon qu'il y a eu l'implosion de l'URSS après la chute du mur. Alors déjà, avant la guerre, la Russie allait droit dans le mur. Le régime russe d'aujourd'hui était condamné. Pour la démographie, des raisons démographiques, la Russie va droit dans le mur. Pour des raisons économiques, la structure économique de la Russie, qui repose sur l'énergie, qui est en train de devenir c'est un pays du tiers-monde, en train de devenir un pays du quart-monde. Ensuite, c'est une économie bonsaï, c'est-à-dire que les acteurs économiques, dès qu'ils approchent du succès, ils ont besoin de limiter leur succès pour en rester propriétaires. Je m'explique, ici on est dans des startups. Vous êtes une startup et vous atteignez un certain chiffre d'affaires. Vous commencez à intéresser la mafia. La mafia vient vous voir en disant « tu vas me vendre ton entreprise pour pas cher ». Sinon, de toute façon, on viole ta femme et on écrase les doigts de tes enfants. Donc, tu n'as pas trop le choix. Donc, ton prix sera le mien, voilà, ou le contraire. Vous ne pouvez pas aller au procès puisque le juge est payé par le même. Donc, ça, c'est le régime Poutine. Donc, à terme, c'était voué à l'échec dans tous les cas. Donc, depuis 20 ans, on n'a pas attendu la guerre en Ukraine. Depuis 20 ans, le régime Poutine, fondé sur cette prédation mafieuse, a digéré tous les sucs productif de la société russe. Et l'entrepreneur russe, ça fait très longtemps, il émigre. Il fait autre chose. Et le résultat, c'est que l'économie russe est largement en dessous de son potentiel. Et de plus en plus en dessous de son potentiel. Est-ce que c'est suffisant pour que la Russie s'effondre? Oui. Parce que ce modèle économique n'est pas soutenable sur le long terme. C'est un modèle de réduction, en fait, au profit des oligarques. C'est la prédation, les parasites qui boivent le sang de la bête. Donc et donc la Russie allait droit dans le mur bien avant la guerre. Et quand la guerre a commencé, je me suis dit, ils ont gagné 5 ans. Enfin, ils ont gagné 5 ans. Le mur s'est rapproché de 5 ans. Ah oui. Ouais. Mais donc, c'est pas simplement... Il va y avoir plein de guerres civiles dans tout l'étranger proche, les pays sous domination russe depuis des siècles. Ce sera aussi en interne, il pourrait y avoir, je sais pas, la Sibérie, les Bouriates, etc. qui... Oui, parce qu'avec cette guerre, les 142, je crois, sujets de la fédération ont été traités très différemment par le régime au point de vue humain. Ouais. Donc on l'a vu avec les républiques lointaines, là, les Bouriates, les Dagestani, les minorités ethniques. Toutes les minorités ethniques, en gros, ont versé un prix du sang dément. Et puis les Blancs un peu moins. De Moscou et de Saint-Pétersbourg ont été, en gros, préservés. Comment ne pas croire qu'il y a un ressentiment massif? Voilà. Il y a ensuite le fait que quand le pouvoir central faceille, perdent son contrôle, forcément, les pouvoirs locaux cherchent à maximiser leur avantage. Et du coup, je pense qu'on va avoir plein de déclarations d'indépendance de tous les côtés. Ensuite, l'armée russe. C'est un faux ami, l'armée russe. Vous savez qu'en France, on a un ministère des armées. Oui. Il est le seul propriétaire des armées françaises. En Russie, il y a 3 ministères qui ont des armées. Ministère de la Défense, Intérieur et Sécurité, qui ont des armées, avec des chars, des avions, des hélicoptères et de l'artillerie. Mais ils ne sont pas à se taper dessus encore. Et peut-être que ça viendra. Et ensuite, vous avez les mercenaires, les Wagner, les Kadyrov, les Patriotes et j'en passe. En d'autres termes, donc, dans une situation
de chute du pouvoir à Moscou, avec des indépendantistes d'un côté qui auront de vraies raisons de devenir indépendants. Et ça, pour moi, c'est l'enchaînement quasi inévitable. Quel que soit le sort de cette guerre d'Ukraine, c'est que le plat d'entrée pour les guerres de succession de la Russie. Et c'est ce que le régime Poutine aura apporté. C'est 5 ans d'avance sur la fin de la Russie et surtout une implosion de la Russie beaucoup plus violente qu'elle ne l'aurait été. Donc c'est une seconde fin de l'URSS, mais qui va mal se passer. En pire, c'est ça qui va se passer. Et c'est à ça, à mon avis, que doit se préparer l'OTAN. Et je le regrette de le dire, l'Ukraine, c'est le sujet du moment, mais c'est en fait le déclencheur d'un moment historique qui la dépasse.